à tous et à toutes. Moi, je suis Caroline, la coordinatrice communication et culture de l'Alliance française de Brasilia. Bienvenue. Merci d'être là, tout le monde, de l'intérêt à cette activité très intéressante de la Semaine de la francophonie. Je partage avec vous le site de la francophonie, Francophonie Brasil, où nous aurons toute la programmation de la francophonie en ligne présentielle dans plusieurs villes qui sont engagées dans cet événement qui est très important pour la culture francophone. Et j'aimerais aussi vous présenter notre invité très spécial ce soir, qui est Laurence Gali, qui va nous donner des enseignements sur la... Moi, je ne suis pas professeur de français, donc excusez-moi si jamais je fais les fautes, mais je suis aussi ici avec mon professeur Thibault et avec mon groupe de français C1. Merci beaucoup aussi, professeur Valeska, de ta présence, la directrice Judith Silva et le coordinateur pédagogique de l'Alliance française, Guillaume Perche, aussi vous remercie et vous souhaite la bienvenue ce soir. Et je remercie beaucoup à Laurence qui est là avec nous encore une fois. L'année dernière, nous avons fait une activité très intéressante, de l'atelier visio-dégustation avec un groupe de conversation, la professeure Adriana Riso. Et on a tellement aimé qu'on a invité Laurence à revenir à l'Alliance française de Brasilia, même si elle est en France. Laurence, bienvenue, merci beaucoup. Je te passe la parole aussi. Si jamais professeur Thibault, qui est ici avec son groupe, d'abord peut-être, Laurence, on pourrait passer la parole à professeur Thibault. Bien sûr. Professeur Thibault. Professeur Thibault, on peut m'appeler Thibault tout simplement. Merci beaucoup à Caroline pour cette initiative. Hein. J'avoue que c'est elle qui a un peu impulsé cette idée. C'est parfait, je trouve que c'est très bien. Ça donne un peu un aspect vie réelle au cours, que je trouve très intéressant. Voilà, je pense qu'on a presque l'entièreté du groupe et la moitié des autres personnes, je les connais pas. Je suis ravi d'être là ce soir. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Merci en tout cas pour cet atelier, Laurence. Ben, merci à vous, merci à l'Alliance française de Brasilia. C'est un plaisir pour moi. Donc, comme le disait Carolina, j'ai déjà eu l'opportunité d'animer ce type d'atelier et c'était un vrai régal. Vraiment un beau moment avec des gens intéressés, intéressants, passionnés, tout aussi passionnés que moi. Donc, c'est vraiment du bonheur. Donc, aujourd'hui, on va passer un petit peu plus d'une heure ensemble. On va goûter, déguster 3 vins, un chardonnay, un merlot et un cabernet sauvignon. Et au fil de cette dégustation, on va apprendre à analyser le vin, mais aussi à découvrir ces cépages-là. Alors, quand je dis cépages, ça veut dire ces variétés de raisins-là, chardonnay, merlot et cabernet sauvignon. Voilà. Et donc, si jamais vous avez des questions d'ordre technique ou de vocabulaire, n'hésitez surtout pas à intervenir dans le chat. Carolina me transmettra, parce que ce n'est pas sûr que j'arrive à tout faire, parler, boire et lire, mais je ne bois pas en fait. Hein. Ça, c'est hop, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un crachoir, je crache. Je crache. Donc, moi, c'est Laurence Gali. Je suis originaire de Bordeaux, donc une région qui me prédestinait à m'intéresser au vin. Et puis, j'ai travaillé pas mal dans le milieu culturel pendant de nombreuses années, notamment dans des alliances françaises hors de France, beaucoup en Amérique latine.
Et il y a 3 ans de cela, j'ai décidé de me former dans ce qui me passionnait, dans le vin. Et j'ai fait une formation et ensuite j'ai créé une association qui s'appelle Le Sentier des Arômes et qui est une association qui vise à ouvrir les portes du monde passionné et passionnant du vin à un large public. Donc, un peu démocratiser cette approche qui est parfois qui peut parfois être un petit peu snob, un peu réservée à une élite. Donc, j'anime des ateliers la plupart du temps en présentiel et de temps en temps, donc, des visio-dégustations, qui est un exercice assez amusant. Donc, voilà. Je vais vous partager un PowerPoint. Et tout d'abord, je voulais vous demander, à votre avis, quel est l'intérêt d'analyser un vin, de faire une analyse d'un vin? Vous voyez mon PowerPoint? Oui. Alors, pourquoi analyser un vin, à votre avis? Quel est l'intérêt? Je vois pas le chat, donc je ne sais pas si… Personne? Alors, parce qu'on parle d'analyse sensorielle d'un vin. Est-ce que vous savez, à votre avis, en quoi ça peut être intéressant d'analyser un vin? Pourquoi pas tout simplement le boire, en fait? Marcia, elle veut… Pour parler? Oui. Oui, c'est pour connaître exactement ce qu'on aime. Par exemple, quand on fait l'appréciation, les vins, quand on mange une chose, par exemple, on a beaucoup de sensations, les arômes. C'est un plaisir quand vous mangez une chose délicieuse. La première impression, c'est de sentir les odeurs, de sentir, de voir la vision, de voir. Et vous utilisez tous les sens pour plaisir, hein, pour sentir tous les plaisirs de manger une chose, par exemple. Mais les vins, c'est la même chose. Vous pouvez sentir tous les types de plaisir, les arômes, la couleur du vin, c'est une chose qu'on peut sentir et qui peut nous donner le plaisir, oui. Et la dégustation, c'est aussi pour savoir exactement quel type de vin on aime. Pour faire un choix. Oui, oui, oui. Quando vous allez au supermarché, vous savez, et vous regardez dans beaucoup de bouteilles de vin, vous pouvez savoir que vous aimez. C'est une chose comme ça. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a la notion de plaisir. Donc là, je vous ai mis là, dans le PowerPoint, il y a d'une part que c'est, comme tu le disais, ça fait appel à différents sens. C'est une expérience sensorielle, donc qui va provoquer du plaisir. C'est une expérience qui est ludique, c'est amusant, vous allez voir, de déguster. Et ça permet, tu l'as dit, hein, Marcia, de savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, quel type de vin on aime et quel type de vin on n'aime pas. Et donc, petit à petit, d'affiner son palais, de savoir reconnaître si tel vin est de qualité ou pas. Et puis, éventuellement, de déceler des défauts s'il y en a. Mais bon, comme je le mets dans le bas de la présentation, l'essentiel, c'est quand même le plaisir et la convivialité. Donc, c'est pas un concours, hein, c'est vraiment pour s'amuser. Alors, est-ce que, bon, j'imagine qu'il y en a certains qui ont déjà fait des dégustations, mais on va commencer par
va commencer par Marcia, mais les autres, est-ce que vous savez, quand on parle d'analyse sensorielle, de quel sens on parle? Quels sens vont être mis en jeu dans cette analyse, dans cette dégustation? Je vous écoute. Mon cher groupe, si personne ne parle, je vais devoir désigner des volontaires, hein. Quels Allez, sont les sens qui vont être? Donc, l'odorat, le goûter, Le goût, oui. le goût, oui. L'odorat, le goût. Et il y en a un troisième. La vision. La vision. Oui, La c'est vue, ça. oui, la vue, oui. C'est ça. Donc, on va commencer par, hop, si j'arrive à le passer, les étapes, c'est dans ce sens-là. On va commencer par la vue, ensuite l'odorat et ensuite le goût. Alors, l'idéal pour une bonne dégustation, c'est qu'il n'y ait pas d'odeurs qui vont parasiter votre dégustation. Il faut être très, très concentré, donc pas de bruit non plus. Et puis, chose importante, on tient son verre par le pied, parce que sinon, si vous le tenez par là, vous allez chauffer votre vin. Alors, en parlant de vin, je vous propose de vous servir le premier vin, qui est le vin blanc, si ce n'est pas déjà fait. Alors moi, pour ma part, ce n'est pas un Français. J'ai pris un Chilien de la fameuse maison Concha y Toro. Hein, c'est le vin qu'on trouve un petit peu partout dans le monde. Chardonnay du Chili, 2019. Alors, j'ai vu tout à l'heure dans le chat, il y a quelqu'un qui disait qu'il avait un Chablis. Je ne sais pas ce que vous avez les uns et les autres, si vous êtes plutôt restés sur le continent américain ou si vous avez traversé l'océan. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est observer notre vin. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? On le regarde. La couleur. La couleur, oui. Les couleurs, oui. La couleur. Là, vous diriez, la plupart de vos vins, comment vous les définiriez? Au niveau de la couleur. C'est les rouges, blancs, rosés. Oui. Oui, alors là, par exemple, on est sur un blanc et la couleur, on va partir plutôt sur des nuances de jaune. Donc là, on peut dire, la plupart, normalement, vous devez sans doute avoir un vin jaune clair. Donc je vous mets, voilà, vous voyez le nuancé. On part du jaune citron, qui est le jaune clair, qui va devenir un peu doré, puis ambré, puis brun, au fil des années. Donc, il va évoluer avec les années. Après, si c'est un vin liquoreux, un vin sucré, vous allez aussi avoir d'autres nuances de couleur. Donc, on observe la couleur, mais on observe autre chose. On observe aussi la limpidité. Est-ce que c'est un vin qui est limpide ou est-ce que vous voyez des traces des petites pigmentations? Est-ce qu'il est brillant, c'est-à-dire est-ce que la lumière se reflète dedans? Ensuite, il y a une notion d'intensité, d'opacité, mais ce n'est pas très vrai pour les vins blancs. C'est plus pour les vins rouges. Là, en général, les vins blancs, ils sont clairs. Et puis, il y a une notion de viscosité. Viscosité, c'est les larmes. Les larmes, c'est aussi ce qu'on appelle les jambes. C'est quand vous tournez votre vin, vous devez voir apparaître sur le bord du verre des petites gouttes. Si elles sont très, très fluides, comme c'est souvent le cas pour les vins blancs, ça veut dire qu'il n'est pas très fort en alcool ou pas très fort en sucre. Alors vous, je ne sais pas, ça va dépendre quel type de vin vous avez. Est-ce que vous avez des larmes? Est-ce que vous voyez des larmes sur le bord de votre verre? Et si elles coulent lentement, c'est qu'il est soit fortement alcoolisé, soit qu'il est sucré.
Alors, Joao, je vois que ton verre est bien, que ton vin est bien frais, non? J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que le verre est... OK. Donc, est-ce que tu vois des larmes ou pas? Je pense pas, hein, par rapport à la fraîcheur. Voilà, donc là, je reviens juste sur la limpidité. La limpidité, ce n'est pas du tout un gage de qualité. Ce n'est pas parce que votre vin est transparent et sans dépôt que c'est un bon vin. C'est juste que le grand public attend d'avoir un vin qui soit clair. Donc, c'est ce qui se fait le plus dans le commerce. Mais ce n'est pas parce que vous achetez un vin avec des dépôts que vous devez considérer qu'il est mauvais. OK? Est-ce que la limpidité, ce serait juste le fait que le vin est bien filtré? C'est ça. C'est ça, c'est qu'il a été filtré, il a été clarifié. Voilà. Donc, même maintenant, à l'heure actuelle, on a plus tendance à partir sur des vins qui ne sont pas aussi filtrés, aussi clarifiés, pour conserver certains arômes qu'on perd avec cette clarification forte, en fait. Mais voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter un vin parce que vous voyez un petit trouble à l'intérieur. Alors, ensuite, on passe au nez. Alors, le nez, on va d'abord faire le premier nez. C'est-à-dire qu'on plonge son nez dans le verre, on ressent les arômes. Déjà, on va pouvoir évaluer un petit peu s'il est ouvert ou fermé. Si vous plongez votre nez et que vous ne sentez rien, ou si c'est très faible, on peut considérer qu'il est fermé. Et donc là, vous pouvez peut-être déjà percevoir certains arômes. Je vous ai mis, et je vais vous envoyer aussi, je vous ai mis une roue des arômes qui permet de savoir un petit peu tous les arômes qu'on peut trouver dans le vin. Mais vous, là, comme ça, au premier nez, est-ce que vous ressentez des choses sans avoir nécessairement la roue des arômes? Est-ce que vous pouvez dire ce que vous ressentez? Bonsoir. Ananas, Bonsoir. citron. Citron, OK. Carla, tu voulais dire quelque chose? Ananas. Moi aussi, je l'ai bien l'ananas sur mon vin chilien. Alors, Daniel, il boit déjà. On n'en est pas encore là, Daniel. Donc, ensuite, c'est le deuxième nez. Le deuxième nez, c'est-à-dire qu'on agite le vin. Voilà. Si vous êtes maladroit, vous pouvez le faire sur une surface plane. Vous l'agitez. Et normalement, ça va dégager encore d'autres arômes ou, en tout cas, s'il est dans sa bonne période d'évolution, ça devrait dégager des arômes un petit peu plus intenses. Est-ce que vous avez d'autres choses comme ça au nez? Dans le chat. Ah oui, très aromatique, mais je ne sais pas identifier les arômes. Alors ça c'est pas, effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile et ça demande un petit peu d'entraînement et ça demande aussi de sentir un petit peu tout ce qu'on a autour de nous. Après, c'est pareil, moi, ma roue des arômes, elle est basée sur des fleurs et des fruits qui existent en Europe. Après, vous pouvez peut-être trouver d'autres arômes de fruits que nous, on considère exotiques et que vous ne trouverez pas sur cette roue des arômes. Alors, il faut savoir que les arômes, ils viennent de différentes choses. Ils viennent tout d'abord du raisin, de la variété de raisin. Il
y a des arômes spécifiques à chaque cépage, à chaque variété de raisin. Et puis aussi, ils vont venir du sol, du climat, où est plantée cette vigne-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les arômes primaires. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle des arômes secondaires qui, eux, vont découler du choix du vigneron de vinifier le vin de telle manière ou de telle autre manière. Voilà, c'est par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les vins du Beaujolais. Les vins du Beaujolais, on va faire une certaine vinification qui s'appelle la macération semi-carbonique ou carbonique. Et ça va permettre de garder des arômes de fruits. Voilà, donc ça, c'est les arômes qui vont venir de la vinification du vigneron. Et après, vous avez les arômes tertiaires, et ceux-là, ils viennent, alors j'ai mis dans le PowerPoint de l'élevage, mais pas que de l'élevage, aussi du vieillissement. Et quand je parle d'élevage, c'est-à-dire, est-ce que votre vin, vous allez le mettre dans des contenants en inox ou des contenants en chêne. Si c'est du chêne français, vous aurez tel type d'arôme. Si c'est du chêne américain, vous aurez d'autres types d'arômes. Par exemple, si on est sur du chêne américain, on va avoir de la noix de coco, des choses qui sont plus exotiques pour nous en Europe que sur du chêne français qui sera plus sur la vanille, des choses plus simples. Donc voilà, après, vous pouvez avoir des défauts. Alors, les défauts les plus communs, c'est l'odeur de bouchon. Hein, voilà, ça. Il y a eu le bouchon n'a pas été suffisamment perméable, et ça va être une odeur assez désagréable. Vous pouvez avoir des odeurs de vernis à ongles, des odeurs d'oignons, d'œufs pourris, de grange. Donc voilà, c'est assez désagréable. Je ne sais pas si là, sur vos vins, vous trouvez des défauts ou est-ce que il vous semble net, dépourvu de défauts? Alors, je vais juste peut-être arrêter momentanément le partage pour vous envoyer la roue des arômes si vous voulez la consulter. Ça sera peut-être plus facile. Voilà, je vous l'envoie. Hop. OK. Alors, faut savoir que le chardonnay, c'est un cépage qui est très, très répandu dans le monde. C'est un cépage blanc que l'on retrouve beaucoup en France, notamment en Champagne. Pour faire du champagne, on utilise très souvent du chardonnay. Alors, il y a aussi la notion, je ne sais pas si vous connaissez la notion d'assemblage. En France, dans certaines régions, on assemble les variétés de raisins, on assemble les cépages. Donc, par exemple, dans la région de Champagne, on va utiliser le chardonnay, le pinot noir, le pinot meunier. Et voilà, ça permet de créer un mélange d'arômes. Le chardonnay, c'est quelque chose que vous allez retrouver également à Chablis. Je ne sais plus qui avait du Chablis en main. Voilà, Daniel. Chablis, ok, voilà. Donc Chablis, il est considéré comme le terroir de France où le chardonnay donne le meilleur de lui-même. Voilà, mais bon, on en trouve également en Californie, en Amérique du Sud, vraiment un petit peu partout, parce que c'est un cépage qui se plaît aussi bien sous climat chaud que climat froid. Mais du coup, il va donner des choses différentes. Donc, on dit que c'est un cépage très versatile parce que d'un pays à l'autre, ça ne va pas être du tout les mêmes arômes. Il peut être, je ne sais pas, Daniel, tu as un Chablis, donc il doit être plus sur le citron, des choses, des agrumes, peut-être éventuellement pamplemousse, des choses comme ça. Mais
pas forcément ananas, je ne sais pas si ce que tu avais comme odeur. Et des arômes de pierre aussi, Ouais, pierre. minéralité. Voilà, ça c'est classique de Chablis. On parle de pierre à fusil, de silex. Alors c'est difficile à identifier, hein, ça, la minéralité. Tout le monde n'y parvient pas. Moi, le mien, par exemple, il n'est pas minéral. Il est vraiment sur le fruit. Gisèle, non Oui. plus. Non plus. Non plus, ouais. Voilà. Laurence? Donc, oui. Non, pardon. Ah oui. Laurence, quando venir au Brasil, c'est bon de connaître les chardonnays brésiliens. Il y a Oui, un bien très sûr. bon chardonnay brésilien dans la Serra Gaúcha, dans les D'accord. régions Vale dos Vinhedos. D'accord. On a seulement une dénomination d'origine au Brasil. Oui, surtout le Brasil, il y a une unique région qui a la dénomination d'origine. Comme appellation d'origine contrôlée en France, Oui, au oui, oui. Brasil, on a dénomination d'origine qui c'est la même chose. Oui, oui, oui. Oui. Et la unique région qui a cette dénomination d'origine, qui c'est appellation d'origine contrôlée Oui, en France, c'est Vale dos Vinhedos. Et les cépages qui est permis pour faire, c'est Chardonnay, le cépage blanc, oui. et Merlot, le cépage rouge. Et D'accord, ok. c'est bon, c'est un beaucoup intéressant de connaître parce qu'il y a les vins de cette région a beaucoup d'acidité. Ils sont très D'accord. bons pour faire les C'est spumantes. c'est une région qui a un peu de fraîcheur, une région où il fait Oui, frais. oui, 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 oui. Oui, c'est ça, Et parce que. l'acidité est très bon. D'accord. Oui, c'est ça. Ok, ah ben, intéressant. Ouais. Oui, oui. Et puis c'est ça, hein, voilà, le chardonnay, on le trouve un petit peu partout. Et alors là, dans cette appellation, il est en monocépage. Il n'est pas assemblé avec d'autres cépages. Il est tout seul. Non, dans cette région, il y a beaucoup des autres cépages, mais D'accord. cette cépage, c'est le cépage qui est autorisé pour Pour comme en France, l'appellation. appellation d'origine Ouais. contrôlée, Ok. dénomination d'origine. Ok, très bien. Merci. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il est très souvent dans le monde utilisé en monocépage. Après, c'est le cépage aussi, c'est le cépage maître de la Bourgogne. Donc, Chablis fait partie de la Bourgogne au niveau administratif, hein, et au niveau des appellations. Et c'est le chardonnay, c'est le cépage autorisé pour les grands Bourgognes. Et donc, voilà, selon les climats, vous pouvez aller, donc, on disait des agrumes, des choses, des fruits verts comme la pomme verte. Si vous êtes sur des climats plus tempérés, on va être sur quelque chose comme la pêche, l'abricot. Et puis, plus vous allez vers des climats chauds, et là, on est sur des fruits beaucoup plus mûrs, avec tout à l'heure, on a parlé d'ananas, mais ça peut être banane, pamplemousse, voilà, des choses de climat plus chaud, quoi. Et puis, comme je vous disais, selon comment il est vinifié, il va donner aussi des arômes très différents. C'est-à-dire que si vous le passez en fût de chêne, il va aussi donner autre chose. Après, je ne sais pas, n'hésitez pas, parce que j'ose pas aborder certaines notions en sachant pas si vous avez déjà tous des bases ou pas, mais n'hésitez pas à poser des questions, parce que par exemple, vous savez que pour faire du vin, il faut qu'il y ait une fermentation alcoolique. Et bien souvent, pas bien souvent, systématiquement pour les rouges, il va y avoir une deuxième fermentation qui s'appelle la fermentation malolactique, qui va transformer l'acide malique en acide lactique et qui va rendre les vins plus ronds, plus buvables. Pour les blancs, selon ce qu'on recherche,
on va la faire ou ne pas la faire. Par exemple, la Chablis, en général, on ne la fait pas parce que ce qu'on recherche, c'est de la fraîcheur, voilà, quelque chose de vif. Donc, on ne va pas faire de fermentation malolactique. Par contre, dans le reste de la Bourgogne, on va chercher des choses un petit peu plus complexes. Et là, on va faire au vin une deuxième fermentation, cette fermentation malolactique. Ça va donner un autre type de vin aussi. Là je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, vous, les uns et les autres, comme vin? Est-ce que vous êtes plutôt sur des chardonnays brésiliens, chiliens, français? Chardonnay chilien pour moi. Chardonnay chilien, d'accord. Ouais. Oui, je pense que c'est le plus courant. Ouais. Donc, alors, plusieurs personnes disent qu'ils ont du mal à identifier les arômes. Je vous dis, c'est normal. Après, comme vous voyez, alors je ne sais pas si vous avez pu ouvrir la roue des arômes, mais je vais vous l'agrandir. Sinon, il y a… alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a différents cercles. C'est-à-dire qu'on part d'un cercle assez général, c'est-à-dire fruité, floral, végétal. Après, il y a tout ce qui est élevage en fût de chêne, tout ce qui est animal et les défauts. Et après, vous avez un autre cercle de famille. Et puis, tout au bout, vous avez des arômes précis. Mais déjà, si vous arrivez à identifier si c'est fruité ou si c'est floral, plutôt végétal ou plutôt minéral, c'est déjà beaucoup, hein. Alors, évidemment, à un moment donné, on arrive à la bouche, au goût. Alors, ce qu'on fait pour analyser un vin, c'est qu'en règle générale, soit on le mâche, soit on le grume. Alors, mâcher un vin, c'est vraiment comme mâcher de la viande, c'est-à-dire, vous prenez le vin, vous emplissez bien votre palais et vous mastiquez. Sinon, vous pouvez grumer, c'est ce que vous avez dû voir. On voit les œnologues toujours qui prennent du vin, ils aspirent un petit peu d'air. Je vais le faire, ce n'est pas très élégant. Et puis, ce que je tiens à spécifier, c'est que ce n'est pas très agréable. C'est-à-dire que là, on le fait pas pour le plaisir, on le fait pour l'analyse. Donc, souvent, ça agresse un petit peu parce qu'on va ressentir beaucoup plus l'acidité qui doit être présente dans le vin, hein, mais elle va être plus agressive. Si c'est un vin rouge, on parlera tout à l'heure des tanins. Les tanins aussi vont être plus agressifs en faisant ça. Donc, ne vous dites pas en le faisant, Berck, il est vraiment pas bon. C'est pas forcément le cas. Alors, donc, si vous n'avez pas de crachoir, vous ne crachez pas. Vous buvez. Alors, dites-moi les sensations que vous avez, que vous percevez là, comme ça. Donc là, en général, un vin blanc, on va ressentir tout de suite s'il est acide ou pas acide. Est-ce que l'acidité est prononcée ou pas? Moi, c'est très acide. Très acide, d'accord. Moi aussi. Ok. Très acide, oui. Ok. Alors, ce que je vous disais, c'est que l'acidité, c'est quelque chose qui est important, ça va participer à l'équilibre d'un vin. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit trop acide. Là, l'acidité, vous l'avez beaucoup ressenti parce que vous avez grumé. Maintenant, peut-être essayer de le boire normalement pour voir s'il est toujours aussi acide. Non. Non, normalement, ce n'est pas acide. Ce n'est pas très acide. C'est normal. Oui, vous avez vu, ça change beaucoup la perception, hein. Mais ça vous a permis de voir qu'il avait un bon taux d'acidité, ou pas, selon les vins. Parce que justement, je vous dis, l'acidité fait partie de l'équilibre. Si des vins qui sont faits sous des climats trop chauds et une chaleur constante, ils vont manquer d'acidité. Et ça va faire quelque chose d'un peu plat. Donc, on a besoin de cette acidité.
On a besoin aussi, là je vous l'ai mis dans le PowerPoint, on va pouvoir évaluer aussi le degré d'alcool. Est-ce qu'il est très alcoolisé ou pas? Et puis, en grumant, vous allez aussi vous rendre compte est-ce qu'il est un petit peu sucré ou pas du tout? Est-ce qu'il est sec, moelleux, liquoreux? Voilà. Et puis, voir s'il est persistant. Ça, c'est la longueur en bouche. Vous le buvez, est-ce que les arômes persistent? Alors, quand on dit persistant, ce n'est pas l'acidité ou l'alcool. Hein. Il faut que vraiment ce soit les arômes qui persistent. Et puis, la longueur en bouche, elle va se mesurer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une marque de cosmétiques qui s'appelle les sources de Caudalie. Je ne sais pas si ça existe au Brésil. Ça existe? Oui. Alors, les sources de Caudalie, souvent on connaît le mot Caudalie. On connaît le mot Caudalie grâce aux crèmes hydratantes. Mais en fait, la Caudalie, c'est la mesure. Une Caudalie égale 1 seconde dans la persistance du vin. Donc, alors c'est difficile à évaluer, mais quand vous avez bu, si vous sentez que les arômes persistent 6 secondes, vous pouvez dire que c'est un vin qui a 6 Caudalie. Voilà. C'est de là que ça vient, parce que vous savez que les sources de Caudalie, c'est fait dans le Bordelais. Et c'est souvent à base de raisins, de pépins de raisin, etc. Voilà. Après, oui, vous pouvez aussi décomposer l'attaque, le milieu de bouche et la fin de bouche, c'est-à-dire par rapport à la vivacité, est-ce qu'il est vif dès le départ, et puis la persistance, ce qu'on a vu. Et donc, au niveau des arômes, là aussi, ça peut être tout à fait les mêmes arômes que ce que vous avez senti au nez, ou parfois vous êtes complètement surpris. Vous pouvez avoir senti des choses très exubérantes au nez, et puis vous ne les retrouvez pas en bouche, ou inversement, découvrir d'autres types d'arômes. Là, qu'est-ce que ça vous a procuré? Au niveau des arômes, vous percevez quoi? Je pense que c'est l'attaque à cause de la acidité, n'est-ce pas? Oui. Pour les premières fois que je bois du vin, l'acidité, c'est la première chose que je sens. Donc, dans ma impression, à ma vue, c'est l'attaque. Je n'ai pas si j'ai compris correctement, mais c'est pas. Mais c'est ça. Mais est-ce que tu as perçu des saveurs, ou est-ce que l'acidité a complètement effacé les saveurs? Est-ce que quand ça reste, est-ce que tu... Moi, par exemple, là, j'ai... Oui. Parce que là, moi, par exemple, j'ai clairement, je sens tout à fait le citron, un petit côté vanillé aussi. Daniel, sur le Chablis, il est fidèle à ce que tu avais au nez? Ouais. Oui. L'acidité très élevée. Mm-hmm. Et en grand longueur en bouche aussi. Oui, grande longueur en bouche. Oui. Ouais. Ok. Merci. Très bien. Ok, donc voilà, tout ça, ça permet de faire un verdict. C'est-à-dire, alors là, vous voyez, pour l'équilibre d'un vin, il y a plusieurs pôles. Là, il y a la partie tanin qui ne nous concerne pas pour le moment parce que les tanins, c'est présent dans le vin rouge et non pas dans le vin blanc. Mais là, vous voyez, selon le degré d'acidité, vous pouvez dire qu'il est frais, qu'il est vif. Tout ça, c'est encore plutôt positif. Par contre, si on est sur agressif, c'est pas bon, quoi. Si ça vous agresse, non, c'est pas bon. Et puis, c'est pareil pour s'il y a un certain degré de sucrosité. S'il est rond, c'est agréable. Gras,
Ouais, ça dépend des goûts. Et pâteux, c'est clairement désagréable. C'est quelque chose qui vous colle à la bouche. C'est pas agréable. Et bon, on le verra pour les vins rouges. C'est pareil, pour les vins rouges, il peut être charpenté, tannique, ça se dit, et ça peut être un vin qui est bon. Par exemple, par contre, astringent, quand ça râpe dans la bouche, c'est moins agréable. Et tout ça, le fait d'avoir fait cette analyse-là, ça va vous permettre aussi de savoir si vous devez le boire maintenant ou si il faut le boire tout de suite parce qu'il ne va pas mieux évoluer, ou si vous pouvez le garder. Ça, vous pouvez le voir par exemple avec le premier nez et le deuxième nez. Si votre deuxième nez est plus faible ou égal à votre premier nez au niveau de l'intensité aromatique, ça veut dire que votre vin, il a atteint son évolution maximale, il va plus développer. Et parfois, vous avez même dépassé le moment où il fallait le boire. Il faut savoir que maintenant, la plupart des vins sont faits pour être bu dans les 5 ans maximum. À part certains très grands vins de grandes régions, je n'ose pas citer Bordeaux, parce que ça fait un peu chauvin, mais les vins ne sont plus faits pour être gardés. Ils sont faits pour être bu assez rapidement. Donc, ce qui n'enlève rien à leur qualité, hein, mais voilà, il faut se dire que ce n'est pas la peine d'acheter un vin rouge, je ne sais pas, un rouge du Languedoc en France et de le garder 15 ans. Vous allez perdre toutes ces qualités, surtout que maintenant, même dans des régions qui étaient réputées peu qualitatives, on fait du bon vin, mais pas forcément du vin de garde. Le vin de garde, c'est le vin qui est amené à être gardé. Et Laurence, oui, bien sûr. Et est-ce que c'est quelque chose qui est décidé, ça, le fait que les vins ne se gardent plus longtemps, ou est-ce que c'est le fruit des changements climatiques, enfin des changements de conditions? Alors, je pense pas que ce soit forcément lié au changement climatique. Par contre, c'est quand même quelque chose de pas très glorieux, entre guillemets, c'est que c'est le marché, en fait. C'est que maintenant, les gens veulent des vins qui se boivent vite. On veut de plus en plus de vins qui sont plus sur le fruit. Donc, s'ils sont plus sur le fruit, ça veut dire qu'ils sont peut-être moins travaillés. Et en fait, si tu veux, quand tu mets du vin dans des fûts en chêne, il y a certains procédés qui font que ça va permettre la garde. Parce qu'il y a des tanins aussi dans les fûts de chêne. Voilà, tout ça, ça va participer à la garde du vin. Et maintenant, le palais du consommateur va plus sur le fruit. Donc c'est la rançon du succès, en fait. C'est le fait que les gens boivent de plus en plus de vin, veulent de plus en plus rapidement. Voilà, c'est ça. Et le boire rapidement. Les gens n'ont pas forcément de cave. Après, c'est... si tu veux, avant, peut-être qu'on pouvait distinguer les gens qui buvaient... alors, en tout cas, en France et en Europe, peut-être, les gens qui buvaient, la plupart des gens buvaient tous les jours, mais pas forcément des grands vins. Et puis, il y avait ceux qui avaient des caves avec des bouteilles très chères et de grande qualité. Maintenant, on n'est plus sur un entre-deux. Il n'y a plus beaucoup de gens qui boivent tous les jours leur litron de rouge. Mais donc, on veut quelque chose d'un peu plus qualitatif, mais on n'est pas forcément, déjà, on n'a pas forcément les moyens pour acheter des vins qui se gardent, parce que c'est des vins chers. Et voilà, c'est plus ça, c'est par rapport à comment a évolué la consommation et le consommateur de vin actuel. Donc voilà, dites-vous que ce n'est pas la peine de garder des vins, parce qu'il y a aussi, je ne sais pas si ça se fait au Brésil, en France, très souvent, quand on a un enfant, on achète des bouteilles de son année de naissance.
et on les garde jusqu'à ses 18 ans pour qu'il puisse goûter les vins de son... On lui offre le jour de ses 18 ans la bouteille. Mais il faut quand même faire bien attention parce qu'il est possible qu'à ses 18 ans, vous lui offrez quelque chose qui n'a plus aucun intérêt, qui n'a aucun intérêt gustatif et aromatique. Donc voilà. Voilà. Ensuite, tout ça, l'analyse va aussi vous permettre de savoir si c'est un vin simple, et ça peut être bien d'être un vin simple, ou s'il y a une certaine complexité. Je dis présence d'arômes tertiaires, par exemple. Les arômes tertiaires, je vous disais, c'est dû à l'élevage et surtout au vieillissement en bouteille. Justement, c'est les fameux vins de garde dont on vient de parler, et qui vont développer des arômes très particuliers. Ça peut être des arômes de gibier. Vous savez ce que c'est le gibier? Je ne sais pas comment dire en brésilien. Les animaux, le sanglier, les animaux qu'on tue à la chasse. Et Les donc, animaux sauvages. les animaux sauvages. Enfin, sauvages, ici, ça peut être des léopards, les animaux sauvages. Ah oui, oui. Oui, non, des animaux sauvages Javali. qu'on mange. Alors, dit comme ça, on a l'impression que ce n'est pas forcément un gage de qualité, mais si, ça l'est en fait. C'est des arômes un petit peu complexes ou de cuir. Voilà, on recherche dans les vins qu'on garde longtemps, ce sont les arômes qu'on recherche. Donc, après, présente-t-il une bonne longueur en bouche? Ça, on l'a vu. Et puis aussi, vous allez savoir si son prix est justifié. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? C'est-à-dire que vous avez un vin qui a une certaine longueur en bouche, même si elle n'est pas très longue, mais qui a une certaine longueur en bouche, un certain taux d'acidité et qui a un prix raisonnable, vous pouvez estimer que c'est un bon rapport qualité-prix. Par contre, si vous avez payé votre vin une fortune et qui tient le même temps que l'autre vin, voilà, le rapport qualité-prix n'est pas terrible. Voilà, et puis, donc voilà, là je vous présente une fiche de dégustation. Une fiche de dégustation que je vais vous envoyer tout à l'heure, mais on va la regarder là si vous voulez. Donc, il y en existe des tonnes, hein. Celle-ci, je l'ai récupérée sur Internet. Donc là, vous allez caractériser le vin. Ensuite, vous voyez la couleur. Donc, on a vu pour un vin blanc que ça commençait au citron et ça allait au plus foncé. Pour un vin rouge, s'il est jeune, ça va commencer sur des teintes plutôt violettes et ça va aller plus vers le brique, vers le orangé, petit à petit. Donc, on a vu la limpidité. Vous avez différents degrés de limpidité, la brillance, l'intensité. Je vous disais, l'intensité, c'est plus sur les vins rouges. C'est ce qu'on va voir maintenant. La viscosité, ce sont les larmes. Est-ce que le nez est net ou est-ce qu'il a des défauts? Est-ce qu'il est ouvert ou fermé? Et puis, voilà, là, c'est tout ce qui est arôme. Et en bouche, vous avez l'alcool et le sucre, l'acidité, les arômes et donc les fameux tanins. Est-ce que vous savez ce que sont les tanins? Sergio qui dit, moi je pense qu'on doit boire le vin, pas le garder. Est-ce que c'est les tanins, c'est ça? Oui. Oui, les tanins, c'est une chose qu'on rencontre dans la banane, dans les vins rouges, dans les vins rouges, c'est une chose qu'on peut sentir c'est comme, imaginez-vous une banane qui n'est pas mûre, et vous pouvez sentir une chose comme ça. Ça semble les sentiments d'un vin très fort, très, quand on parle en vin adstringent, oui, il y a beaucoup de tanins, un tanin agressif. Oui, c'est astringent. Il y a aussi les tanins charpentés, oui, qui vous pouvez sentir, mais avec plaisir, non avec la sensation d'agressivité. Mais c'est une chose forte, c'est une chose que vous pouvez sentir dans
les vins des Cabernet Sauvignon, Tannat, les autres les cépages comme ça. Tout à fait. Un peu de Malbec, c'est ça. Tout à fait. Ça, c'est vraiment les cépages qu'on dit tanniques. Et alors, les tanins, effectivement, ils sont présents dans le raisin, dans la baie de raisin. Ils sont présents dans la peau, dans les pépins et dans la rafle. La rafle, c'est la partie verte du raisin. Selon comment on va vinifier, parfois on vinifie avec les rafles, avec ce vert-là. Alors, ça peut donner des tanins plus ou moins bien, la rafle. Ça dépend si le raisin est bien mûr ou pas. Après, les tanins les plus qualitatifs, ce sont les tanins qui sont présents dans la peau du raisin. Et c'est aussi ce qui va donner la couleur pour les vins rouges. Donc, quand vous avez des vins qui sont très opaques, très intenses, vous pouvez imaginer que ce sont des vins qui ont beaucoup de tanins parce qu'ils ont beaucoup de couleurs. Donc, Marcia disait Cabernet Sauvignon, Tannat, Malbec, ça c'est en général des vins qui sont assez sombres, vous voyez. Tandis que là, on va partir sur un merlot. Et le merlot, pour commencer, ce n'est pas un vin qui est extrêmement tannique. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran. Hop, comme ça, je vous vois mieux. Oui, je reprends Sergio qui dit « Moi, j'ai toujours pensé qu'on doit boire le vin, pas le garder. » Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Je suis assez d'accord. Hop. Et donc, on va faire la même chose. On va essayer de se rappeler tout ce qu'on a vu. Donc, commençons. Je vous regarde. Alors, servez-vous le merlot. Oui, Tamar, on le regarde. L'idéal, j'ai vu que Gisèle le faisait, c'est sur un support blanc pour bien voir la couleur. Alors, vos vins, vous diriez qu'ils sont de quelle couleur? Ça peut être violet, rubis, grenat, plutôt brun. Alors, la nuance entre rubis et grenat n'est pas évidente. Ou comment vous le caractériseriez au niveau de la couleur? Même, vous pouvez le dire en portugais, hein, on me traduira. La première chose, c'est voir l'intensité de la couleur. Si elle est très forte, si elle est la transparence, oui. Oui, mais déjà la couleur en elle-même. Rubis. Les noms de la couleur. Rubis. Ouais. C'est rubis. Rubis, c'est la couleur. C'est grenat. Grenat. Alors, Tamar, c'est pas évident parce que le vert est un peu flouté. Mais oui, on est plutôt normalement sur des teintes rubis. Alors, je ne vais pas très bien voir j'ai plein de petits rectangles, je ne vois pas très bien. On est plutôt sur des teintes rubis. Normalement, ça dépend aussi de quelle année sont vos vins. Parce que comme je vous disais, un vin très jeune, il va avoir des teintes violacées, et un vin qui a un certain âge, il va être plus brun, plus tuilé, plus orangé. Donc, il y a toute une gamme entre les deux. Là, si vous avez des vins relativement jeunes, ils doivent être entre rubis et grenat. Qu'est-ce que vous avez comme année? Vous avez Moi, c'est 2020. Voilà, 2020. donc 2020, Argentine. Ouais. Oui, c'est très fort, les couleurs. Oui. Un rubis plus que rouge, je pense. Oui, d'accord. Donc, on est plutôt sur rubis. Là, je vois beaucoup de 2021. OK. Moi, je suis sur 2020. C'est ça. OK. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous devez observer? Souvenez-vous. Là, on a dit la couleur. Maintenant, on observe quoi?
la limpidité. La limpidité. Alors, vos vins sont-ils limpides? Oui. Dans la plupart des cas, c'est oui. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on observe? Ne me dites pas que vous avez oublié déjà. Les armes, les larmes. Les larmes, oui, les larmes. Alors, regardez bien là. Est-ce que vous avez des larmes? Alors, les larmes, ça va aussi dépendre de la température du vin. Hein. Il n'est pas très limpide. Il n'est pas très limpide, le tien? Non, il est un peu... Et alors, les larmes, elles sont comment? Il n'y a pas beaucoup d'élan. Donc, je pense que ce n'est pas, oui, ce n'est pas très alcoolique. Très alcoolisé, oui. Ouais, ce n'est pas très alcoolisé. Oui. Et alors, elle est à combien ta bouteille? Combien de degrés d'alcool? C'est 14%. Combien? Moi, la mienne, les miens, c'est 14%. Ah, quand même. Hein? Mais il y a beaucoup de larmes. Il y a des larmes, oui, voilà, d'accord. Voilà, à 14, moi aussi. Oui, normalement, à 14, on est censé voir des larmes, un petit peu nombreuses et puis lentes. Mais je vous dis, ça va dépendre aussi de la température du vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas dit au niveau de la vue? Qui est plus un critère esthétique qu'autre chose. Intensité. Brillance. La brillance et effectivement l'intensité. Alors l'intensité, un petit conseil pour vérifier l'intensité, vous mettez vos doigts en dessous et vous regardez si vous les voyez ou pas, si vous arrivez à les distinguer. Moi, j'arrive encore à les distinguer. Il y a une certaine opacité, mais je les vois. Et vous? Après, sur une quantité comme celle-ci, hein, ça c'est un verre, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un verre à dégustation. C'est le verre de l'Institut national des appellations d'origine. Alors vous, il est opaque ou vous voyez vos doigts? Le mien, il est très opaque. Très opaque? Oui, mais je ne sais pas si c'est la quantité de vin que j'ai mis dans la bouteille. D'accord, ok. Ok. Alors, ensuite, le nez. Qu'est-ce que je fais d'abord? Premier nez. Premier nez, je détermine s'il est ouvert, fermé. OK. Certains arômes, j'ai peut-être perçu certains arômes. Est-ce que vous avez certains arômes? N'hésitez pas. Hein. Je n'ai pas choisi exactement les vins que vous parlez. J'ai choisi un assemblage. D'accord. D'accord. Et j'ai choisi un vin seulement, un assemblage de Cabernet Sauvignon, un Merlot, parce que un petit bouteille. OK. Je peux parler de ce vin. C'est 53% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot. C'est un vin de Bordeaux. Et les arômes que je vois, c'est quand la première impression, c'est des fruits rouges, des fruits noirs, plus noirs que rouges, je pense. Un peu boisé, comment on parle? Bois et boisé. Boisé. Un peu boisé
Et je pense, c'est comme ça. Fruité, boisé. Hein? Dans les arômes, il y a un équilibre de cette sensation. Et la couleur, c'est un rubis, c'est limpide, c'est pas beaucoup brillant, c'est moyen brillant. Ouais. C'est des millésimes de 2017. D'accord. Et c'est ça. Ok. Et alors oui, justement, Martial, elle parle d'un vin de Bordeaux en assemblage, parce que le Merlot, c'est un cépage bordelais qui est présent un petit peu dans le monde entier également. Alors il est planté, je crois, 58% sur le bordelais, les autres cépages étant notamment le Cabernet Sauvignon. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a le Cabernet Franc, il y a le Petit Verdot, un petit peu de Carménère. Vous connaissez sans doute le Carménère pour le Chili. Maintenant, à Bordeaux, il est quasiment inexistant, mais on en trouve encore un tout petit peu, tout petit peu. Et le Merlot, très souvent, il est en assemblage avec le Cabernet Sauvignon. C'est deux cépages qui vont bien ensemble, parce que le Merlot est un cépage qui va apporter de la rondeur au Cabernet Sauvignon, qui, on va le voir, est un vin plus tannique, plus fort. Donc, il va apporter la rondeur, de la souplesse à son collègue. Et je ne sais pas si vous connaissez les appellations de Bordeaux, mais vous avez par exemple les médocs d'un côté, et puis après, vous avez de l'autre côté, vous allez trouver tout ce qui est Saint-Émilion, Pomerol. Et selon où on se trouve à Bordeaux, on ne va pas utiliser les mêmes proportions de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Il faut savoir qu'à Bordeaux, les vins sont quasiment tout le temps, en tout cas ces appellations-là, sont tout le temps assemblées. C'est-à-dire il y a toujours minimum 2 cépages. En général, il peut y en avoir un troisième. Et si vous êtes du côté du Médoc, ça va être la plupart du temps plutôt une proportion importante de Cabernet Sauvignon complétée par une proportion moindre de Merlot. Et si vous êtes plutôt du côté de Saint-Émilion, c'est l'inverse. Avec certains grands châteaux qui font carrément du 90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon. Ça, c'est dû au sol. Selon où on se trouve, on n'a pas les mêmes sols, on n'a pas le même microclimat, et du coup, on va utiliser plus ou moins tel cépage ou tel autre cépage. Voilà, petite parenthèse. Je ne sais plus où j'en étais. Du coup, on l'a regardé, on l'a senti. On n'a pas fait le deuxième nez. Alors, oui, peut-être vous dire les arômes que vous pourriez trouver pour vous aider, parce que je sais que ce n'est pas évident. Dans le Merlot, on peut trouver des arômes de fruits noirs, plutôt mûrs, prunes. Je regarde en même temps myrtille, cerise noire. Vous pouvez trouver de la violette. Un petit côté mentholé aussi éventuellement. Et puis, si c'est un vin qui a un certain âge, là, vous allez trouver les fameux arômes dont je vous parlais, le gibier, le cuir, des choses comme ça. Donc là, déjà, si vous avez un merlot dans la main, peut-être que vous arrivez à percevoir des fruits noirs, des mûres. Est-ce que c'est des fruits qu'on trouve au Brésil? Arriver à identifier facilement. C'est ça aussi, c'est pas... Ouais, je parle de cerises, mais... Et alors... C'est pas facile. Oui, c'est ça. Joao, il parle de bois et de cannelle. C'est pas du tout étonnant. Marcia aussi en a parlé. Si c'est des vins qui sont passés en fût de chêne, c'est pas du tout étonnant qu'ils sentent le bois ou la cannelle. Et la cannelle, c'est un arôme qui vient du bois en général. D'ailleurs, vous savez, je fais encore une petite digression. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'avocat critique de vin Parker? Non, Parker, c'est quelqu'un qui notait les vins dans une revue, et
Et donc, il aimait beaucoup les vins boisés. Il adorait ça. Donc, il notait très bien les vins de Bordeaux qui étaient boisés. Et on parlait tout à l'heure de marché et de consommateurs. En fait, tout Bordeaux s'est mis à faire des vins qui correspondaient au goût de Parker. On appelle ça la parkerisation des vins. On s'est mis à faire un certain type de vin pour pouvoir plaire à ce critique qui avait une renommée internationale et grâce à lui, vendre plus de vin. Donc, ça a été beaucoup critiqué. Bordeaux, son image en a souffert. Et maintenant, petit à petit, un peu comme partout un peu en France, on est en train de chercher un peu plus la spécificité, l'originalité. Donc, on essaie de pas nécessairement faire comme tout le monde. Donc, c'est en train de changer. Mais voilà, il y a eu un moment où vous buviez du Bordeaux, c'était toujours un peu la même chose. Voilà, petite critique de ma région adorée. J'ai rencontré les autres arômes dans les vins. L'arôme de tabac, de chocolat. Je pense qu'il y a beaucoup de temps qu'il est dans les verres et il est plus ouvert. Oui. Et je peux rencontrer les arômes de tabac et chocolat aussi. C'est ça, parce que le vin, alors à moins qu'il ait un certain âge, et il vaut mieux éviter de trop l'agiter, parce que sinon vous allez perdre tous ces arômes. S'il est relativement jeune, n'hésitez pas. Voilà, le deuxième nez. Et puis, c'est aussi pour ça que souvent, on vous dit qu'avant le repas, il faut décanter le vin, il faut l'ouvrir avant, le carafer. Alors, pas vraiment le décanter, parce que c'est pour les vrais vieux vins, mais le carafer pour l'aérer, pour que ces arômes puissent s'exprimer. Donc là, est-ce que vous avez senti un petit peu tout ça? La mûre ou le pruneau, ou c'est pas évident? Vous avez le droit. Hein. La mûre, pour la traduction, peut-être c'est pas clair pour tout le monde, c'est amor, et le pruneau, c'est ameixa. D'accord. Voilà. Ok, donc là, on a parlé du nez, maintenant la bouche, le goût. Donc là, vous sentez l'acidité, les tanins, la sucrosité, la longueur en bouche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma première impression, c'est que c'est un vin avec une bonne acidité. L'éthanol, il est là, mais il est un peu charpenté. Je ne sais pas si c'est charpenté, je pense que c'est un peu fort. Mais c'est pas alors toi Marcia, en plus... que vous utilisez, ce n'est pas distinguant et ce n'est pas charpenté, c'est un moyen. Oui. Oui, alors toi, la particularité en plus, c'est que tu as un assemblage, donc Merlot, Cabernet Sauvignon. Et beaucoup plus de Cabernet Sauvignon. C'est différent du vin qui les autres sont. Donc là, c'est plus sur le Cabernet Sauvignon. C'est un peu plus tannique que les voilà, autres. c'est ça. Ouais. C'est un vin de Saint-Julien. Saint-Julien, je sais que c'est tannique. Ah oui. Mais c'est délicieux. Et quand vous boivez le vin, vous pouvez sentir la nécessité de boire et de manger une chose, de manger un viande, de la charcuterie. Ah oui, c'est ça. Tamar? Pardon. Les Cabernet, il y a plus tanin que les Merlot? Oui. Le Cabernet Sauvignon est beaucoup plus tannique que le Merlot. Plus tannique.
C'est-à-dire que le merlot… Plus tannique, plus Oui. tannique. Mais, oui. Mon cabernet parece, Semble. moins tannant. Ah bon? Mon merlot. Alors ça, c'est très bizarre parce que vraiment, le merlot, c'est beaucoup plus rond. Et plus fort, les attaques, Ouais. c'est plus fort. Alors peut-être que c'est est-ce que c'est les tanins ou est-ce que c'est l'acidité? Acidité, probablement. Oui, c'est l'acidité, mais il est amer, mais amer qui le cabernet. D'accord. Parce que Ça vraiment… dépend de la région. C'est de quel pays? De quel pays? Chilien. Chilien, ok. Argentine. Ouais. Mendoza, ouais. Mendoza et Chile. Après, non, quelle que soit la région, il n'y a pas de raison que le merlot soit plus tannique que le cabernet sauvignon. Normalement, au niveau de la pigmentation, au niveau de la couleur, il doit être un petit peu plus clair. Et au niveau du goût, oui, Tamar. Mais les cabernets, il y a plus clair ou limpide que les merlots. Les merlots, c'est pour vous. Ouais. Les autres, est-ce que… Alors, attendez, par rapport au merlot, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Acidité, on a vu tout ça, on a vu tout ce qui était en bouche. Donc, ça, c'est votre appréciation. Après, le cabernet, vous voulez passer au cabernet sauvignon pour voir? Ou c'est un petit peu rapide? C'est mieux le cabernet. Tu préfères le cabernet sauvignon? Les vins que j'ai achetés, c'est cabernet, c'est mieux que le merlot. Oui, alors après ça dépend des goûts, ça va dépendre Mais je pense que c'est les fermentations choses. Alors, les autres, est-ce que votre cabernet sauvignon et Ryan, je vois que tu as les deux en main, est-ce que tu vois une différence? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non, j'apprécie la couleur, mais je ne sais pas. Pour moi, ils semblent le même, les deux. Et alors, au niveau, est-ce que tu peux les goûter tous les deux? En même temps? Non, mon cabernet, il est mieux pour le goût, mais je ne sais pas, j'ai acheté un vin meilleur. Oui, c'est ça aussi. Ouais. C'est difficile de dire. Après, là, c'est pas tant pour juger s'il est meilleur ou moins bon, c'est plus savoir au niveau de ce qu'on appelle les tanins. Est-ce que il y a plus de… Est-ce qu'il râpe un petit peu plus? Alors, râper, c'est pas très agréable, mais quand vous grumez, si vous le grumez… Vous devez sentir avec le cabernet sauvignon que ça accroche plus. Ouais, il a plus de tanin. Ouais. Oui, vous le sentez. Ouais, oui. Ce que vous expliquez, Marcia, là, sur la banane, vous sentez que c'est différent, non? Oui, mais ça ne fait pas beaucoup de différence pour moi. Je ne sais pas si mais je peux sentir. Après c'est pas forcément radicalement différent, mais si vous voulez, quand vous faites l'analyse et si vous faites une dégustation à l'aveugle, ça vous permet, en remplissant votre fiche, de vous rendre compte qu'il y a plus de tanins, donc c'est sans doute un cépage plus tannique. Moi, je sais que les ateliers que je fais en présentiel,
mes élèves, souvent, ils n'ont pas forcément de connaissances. Et malgré tout, je fais que des dégustations à l'aveugle. Et malgré tout, ils arrivent à savoir, petit à petit, ils arrivent à savoir quel cépage c'est, ou ce n'est pas, hein, parfois. Ils arrivent à savoir plus ou moins l'année. Ils arrivent à savoir plus ou moins le taux d'alcool. Donc vraiment, ça permet ça, quoi. Et alors, le Cabernet Sauvignon, c'est pareil, hein, je vous ai dit que on en a parlé avec le Merlot, c'est un cépage d'origine bordelaise qui, lui aussi, hein, j'ai pris les 3 cépages qui sont les plus plantés, que ce soit en France ou dans… Alors, nous, on appelle, je ne sais pas si vous savez, mais on appelle ça le Nouveau Monde, parce que c'est le Nouveau Monde viticole, les pays du Nouveau Monde, c'est-à-dire tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Chili, Argentine, Brésil, Californie, voilà, on appelle ça les vins du Nouveau Monde. Et voilà, c'est des cépages qui sont très, très plantés sur ces territoires-là. Alors, je peux parler? Il y a une chose intéressante que même, parce que chaque lieu dans le monde, le cépage est différent, mais une chose générale de différence entre Merlot et Cabernet Sauvignon é que le Cabernet Sauvignon, vous pouvez sentir un peu de goût végétal, des herbes. Oui. Presque tout Cabernet Sauvignon dans le monde, vous pouvez sentir ce goût un peu végétal, des poivrons, poivrons verts, ouais. C'est sensible dans une région où vous pouvez sentir. Et en Merlot, non. En Merlot, vous ne pouvez sentir. Généralement, on n'est pas sentir ces arômes, ces goûts. Non, ces goûts d'herbes et végétaux. Mais Cabernet Sauvignon, c'est possible, ces goûts. Parce que les Merlot, comment on parle amadurecer, Caroline? Comment on parle amadurecer? Professeur Mûri. Mûri, le Merlot, ele mûr antes, deu branco. Le Cabernet Sauvignon, ele mûr après, né? Le Cabernet, le Merlot. Et il n'est pas mûr suffisamment dans les régions parce qu'il faut plus, ah, meu Deus, il pleut plus, avant la récolte, oui. Mm-hmm. Et il y a les pays qui font la récolte après ou avant ou après. Hein? Ouais, les vendanges, Et vous pouvez sentir un peu de cette goût végétaux et des herbes. C'est ça. Oui, c'est vrai que… Pour expliquer meilleur. Non, mais c'est vrai que le Cabernet Sauvignon, il a des arômes très caractéristiques. Et c'est tout à fait ce que dit Marcia, des arômes assez végétaux. On a le poivron vert, on va parler de fougère. Alors, je ne sais pas comment on dit fougère. C'est ce qu'on trouve dans les forêts, là, les herbes vertes. D'accord, merci Thibaut. Merci professeur Thibaut. Et voilà un petit côté eucalyptus qu'on trouve vraiment dans le Cabernet Sauvignon. Alors, je ne sais pas si vous allez le percevoir, mais en tout cas, si vous le percevez dans un vin, vous pouvez être quasiment sûr que c'est un Cabernet Sauvignon. Voilà. Surtout le poivron vert, c'est très caractéristique du Cabernet Sauvignon. Et vous avez, voilà, le Cabernet Sauvignon, vous avez une palette aromatique beaucoup plus importante que le Merlot. Là, cassis, mûre, fougère, poivron, jasmin, santal, résine de pin. Après, quand il passe en fût, là, vous allez avoir, pareil, hein, des arômes de chêne, de vanille, réglisse, clous de girofle. C'est quelque chose qui est très, très aromatique. Et si vous le faites vieillir, là, on est sur du cuir, du tabac,
du gibier, du cèdre, de la truffe. Voilà, c'est très, très large. Je regarde en même temps. Voilà, et oui, juste, j'ai vu des questions dans le chat. Joao qui disait une question, mon merlot est demi-sec et mon cabernet est sec. Cela change-t-il grand-chose à la dégustation? Alors, ça change dans le sens, on a vu qu'il fallait que le vin ait un certain équilibre. Donc, si il est demi-sec, il faut quand même qu'il ait un certain, pour être équilibré, il faut qu'il ait quand même une certaine acidité. Parce qu'il peut être demi-sec aussi parce que si on est sur des régions chaudes, ça veut dire qu'il peut y avoir du sucre résiduel au moment des vendanges. Et donc, oui, il faut juste que par rapport à la dégustation, qui soit contrebalancé par une bonne acidité. Après, non, ça ne change rien, c'est quelque chose qui est mentionné, puisque en bouche, tu vois, tu vas pouvoir dire, je vous avais montré la fiche, au niveau du sucre, on vous propose sec, tendre, moelleux, liquoreux, pâteux. Et je vous disais, pâteux, c'est désagréable. Mais s'il est tendre et qu'en même temps, il a une acidité vive, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il y ait une jambe, des trépieds ou des jambes qui l'emportent sur les autres. S'il est trop alcoolisé, ça ne va pas. S'il est trop sucré, ou quoi, il n'y a que ça, s'il n'y a que ça qui vous emplit le palais, ce n'est pas bon. Et s'il est trop acide, ça vous agresse. Et s'il est trop tannique, pareil. Donc, Laurence, j'ai une question oui, Fabi. pratique. Pouvez-vous parler un petit peu de la température idéale pour consommation d'un vin rouge et d'un vin blanc? Oui, parce bien sûr. qu'il y a l'idée que nous devrons consommer dans une température ambiante, mais ici au Brésil, les températures sont très élevées. Oui, non. Alors, ça ne va pas du tout. La température ambiante au Brésil, non, on oublie. Parce que même ici, même en France, nous, on va dire que nos intérieurs, ils sont chauffés. On est à 20 degrés. Il ne faut pas consommer un vin à 20 degrés. Donc, un vin rouge, par exemple, le dernier là, que vous avez bu, un Cabernet Sauvignon, qui est un vin qui a beaucoup d'arômes, il faut savoir que le froid efface un peu les arômes. Donc là, admettons, vous avez un bon vin, vous voulez bien sentir les arômes, vous allez le boire entre 15 et 18 degrés. Vous avez un vin plus léger, par exemple, un vin de Loire. Les vins de Loire, c'est des bons vins, mais qui sont plus légers. Là, ça va être plutôt entre 12 et 15. Et puis après, alors moi, j'ai un problème avec les chiffres, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on va dire que je vais partir du bas. Un vin blanc que vous voulez, qui est vraiment un vin que vous buvez à l'apéro ou qui est agréable comme ça, mais ce n'est pas un grand vin, vous allez le boire frais. Donc, je dirais 6, 8. Alors, je n'ai pas mes notes avec moi sur les degrés. Je vous dis, j'ai un problème avec les chiffres. Et puis après, par contre, un vin blanc un petit peu plus travaillé, je vous parlais des vins qui font une fermentation malolactique. Vous allez monter en température pour apprécier mieux ces arômes qui sont un petit peu plus complexes. Alors, je vous dis, je ne vous donne pas exactement les chiffres, mais c'est à peu près ça, quoi. En tout cas, pas au-delà de 18. Et puis, parce que, vous savez, on parlait de chambrer un vin. Chambrer un vin, ça veut dire l'amener à température de la chambre.
mais c'était à une époque où on ne chauffait pas autant. Vous chauffez peut-être pas, mais nous, on chauffe et en général, c'est ça, les intérieurs sont à 20 degrés. Et avant, ils étaient plutôt à 17. Donc, amener un vin à température, c'est plutôt sur du 17. Après, si votre vin il n'est pas à bonne température et que vos invités vont arriver et que vous ne savez pas quoi faire, surtout ne jamais le mettre au congélateur ou ne jamais le mettre sur une source chaude, ça va l'abîmer. Ce que vous pouvez faire néanmoins, c'est si vous voulez le rafraîchir, vous le mettez dans un grand seau avec d'eau fraîche, avec des glaçons, vous allez le rafraîchir, ou à l'inverse, dans un seau avec de l'eau tiède si vous voulez le réchauffer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'agressif, c'est fragile. Ici au Brésil, il y a cette habitude de mettre le vin rouge au frigo. Ah oui, d'accord, oui. Ou dans seau à glacer, à glace, avec les glaces. Avec des Oui. glaçons? Ah oui? Non. Ah oui, pour... Un seau à glacer, par exemple, comme tu fais avec les champagnes, par exemple. Nous faisons la dans même le chose seau de glace, avec le vin rouge. Oui, parce que c'est très haute les températures ici. Oui, après, s'il fait très chaud, effectivement, si vous voulez l'amener à 15 degrés, peut-être qu'il faut effectivement le rafraîchir dans un seau à glaçons. Mais il faut pas qu'il soit, et par contre, il ne faut pas qu'il soit trop frais non plus, sinon vous perdez en arôme. La fraîcheur efface les arômes, en fait. À moins que votre vin ne soit pas bon et que vous vouliez justement effacer les arômes. C'est un bon moyen, ça, retenez. Hein. Si votre vin est mauvais, vous le mettez au congélateur. Non, mais on peut vraiment jouer avec ça. Après, on peut vraiment jouer aussi. Bon, mais là, ça serait un autre cours. Hein. Là, je vois que c'est l'heure passée. Mais aussi avec les accords avec les plats. Si votre vin est trop tannique, s'il a des tanins agressifs, vous le servez avec un plat très salé et le sel va adoucir la sensation d'agressivité des tanins. Quoi. Il y a plein de... Voilà. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il y a du temps pour répondre, mais sur les sulfites, les conservations de vin, tous les vins à les sulfites oui, parce que... Alors déjà, il y a des sulfites naturels dans le vin, donc il en a forcément. Et après, alors je ne connais pas exactement toutes les réglementations, mais même quand on est en bio, on a l'autorisation d'utiliser une certaine dose de soufre. Donc, maintenant, on travaille de plus en plus des vins qu'on appelle nature ou naturels, donc sans intrants chimiques. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment travailler très, très bien parce que votre vin, il est plus protégé, en fait. Le soufre, c'est ce qui permet de le protéger, quoi. C'est comme un médicament, on va dire. Donc, il y a des allergies quand il y a beaucoup de sulfites, les faces rouges. Il y a beaucoup de personnes avec les faces rouges quand ils consomment pas. Oui. Donc, c'est pour ça que si vous avez la possibilité, aller vers des vins qui ont moins de sulfite. Donc, après, voilà, c'est aller. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup au Brésil, les vins naturels. Il y a beaucoup d'expérimentations pour faire les vins. C'est comme une tendance ici, les vins organiques. C'est tendance? Non, comme une tendance. Oui, après, organique, moi, ce que j'entends dans organique, je pense que c'est l'équivalent de bio. Biologique, ouais, c'est ça. Voilà. Biologique. Et biologique, voilà, ce que je vous dis, c'est que biologique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de soufre.
Il y a des autorisations. Après, ça va dépendre des législations des pays, hein, mais je sais qu'en France, il y a l'autorisation quand même d'une certaine dosage de soufre. Donc, zéro sulfite, c'est difficile. Ou sinon, c'est des vins, je vous dis que nous, on appelle naturel. Et là, il y a plus du tout d'intrants chimiques, du tout. Mais qui n'ont quand même pas les mêmes qualités gustatives. Eh bien, alors, si, on peut en trouver qui ont les mêmes qualités gustatives, voire qui sont sublimes, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des conditions d'hygiène vraiment impeccable, qui travaille ça comme un orfèvre, quoi. Parce que c'est tellement délicat qu'il y a quand même des risques que ça sente la grange ou voilà, qu'il y ait des choses pas très agréables, parce qu'il n'est pas protégé en fait. Mais bon, ça se fait de plus en plus, donc on va être chaque jour un petit peu meilleur, j'imagine, j'espère. Je pense une chose importante entre le vin naturel, c'est qu'il se peut boire rapidement. Oui, aussi. Ah oui, c'est fragile. Ouais. Il est plus fragile que les autres vins. Oui, et puis au niveau de la conservation, il est ultra fragile, le vin naturel. Donc, il faut plutôt le boire rapidement et puis bien le conserver les quelques semaines ou mois où on l'a, parce que sinon ça ne va pas aller, quoi. Je regarde en même temps le chat, hein. Merci pour vos retours. Et puis, merci, Daniel, il parle d'un producteur de vin naturel au Brésil, Era dos Ventos. Ok, ben quand je viendrai au Brésil pour vous faire une soirée dégustation, quand l'Alliance m'invitera. Ils ont un vin orange qui est délicieux. Ah oui, ah tiens. Ouais. Bon, alors ça, le vin orange, c'est aussi une autre histoire. Moi, j'en parle pas maintenant, mais le vin orange, c'est une tendance aussi actuelle. C'est le vin blanc tannique, justement. Il y a des tanins dans le vin orange. Ok. Quand vous venez au Brésil, je vous invite pour venir au Le Jardin Bistrot, que c'est un petit bistrot que c'est dans l'Alliance française à Brasilia, et on a les vins français. Aujourd'hui, on a beaucoup de bouteilles de vin brésiliens, oui, et je vais vous présenter un bon vin brésilien pour vous connaître. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Merci de rien, j'espère que vous avez appris certaines choses et que maintenant vous goûterez le vin autrement. En tout cas, merci. Oui, voilà, c'est court parce que c'est quelque chose de tellement vaste, tellement complexe et que c'est dur de tenir sur une heure, mais bon, voilà, ça donne quelques pistes. Merci à vous, hein, merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller me coucher. Il est minuit et demi bientôt. Merci beaucoup, Laurence. Merci tout le monde qui est encore là. Je partage encore une fois la page Facebook Les Sentiers des Arômes pour que vous puissiez suivre Laurence et savoir sur les vins. Et merci les collègues, les professeurs et aussi continuer à accompagner la programmation de la francophonie au Brésil, à Brasilia. On a la Mostra de Cinema et on va avoir des séances à l'Alliance française aussi dans les week-ends, séances pour les jeunes publics, des enfants, des adolescents. Donc, venez, nous vous attendons. Une dégustation doit être un personnel. C'est mieux. Oui. Oui, on va
pour venir au Brésil. Merci Fabi C'est d'appuyer c'est dans nos rêves d'avoir Laurence ici avec nous pour partager. On va le voir bientôt. Ok. Merci. Bon, mais écoutez, très bien, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas trop. Ciao, ciao. Ciao.